il y a d'abord le mot lui-même, n'est-ce pas? Démocratie, démos, kratos. Kratos, ça veut dire le pouvoir. Démos, c'est le peuple. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ça veut dire déjà, dans la conception grecque, que c'est bien entendu pas le pouvoir d'une oligarchie, c'est-à-dire c'est une démocratie directe. Comment il l'exerce à Athènes, par exemple? Ben, il exerce parce qu'il pose lui-même les lois. Toute loi est votée par l'Assemblée, l'Ecclésia, l'Église, l'Assemblée, chez les chrétiens des fidèles, là, l'Assemblée du peuple. Et ces lois sont votées avec la clause fantastique. Il a semblé bon au démos et à la boulée, c'est-à-dire au peuple et au conseil. On ne dit pas que c'est la vérité absolue. On ne dit pas que c'est Dieu qui a donné les tables de la loi. On dit, en ce moment-ci, les Athéniens ont cru bon de voter cette loi, ce qui veut dire que 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, on peut les changer. Et puis, la démocratie est exercée par le fait que les tribunaux ne sont pas faits par des juges professionnels, ne sont pas composés par des juges professionnels. Les juges sont tirés au sort. Il y a un système extrêmement compliqué que Aristote décrit dans la Constitution des Athéniens pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible et pour que tout le monde ait des chances égales de participer à ces tribunaux. Donc c'est les tribunaux populaires qui jugent toujours, selon les lois bien sûr. Et puis il y a bien entendu des magistrats. Alors ces magistrats sont, on peut les classer en 2 catégories. Il y a des magistrats qui représentent en un certain sens la cité, la police. Et ces magistrats-là sont tirés au sort parmi tous les citoyens, puisque tout citoyen est supposé être également capable que tout autre de représenter la police et d'exercer les fonctions de magistrat. Et puis à certains offices, certains postes, dont les Athéniens par exemple considèrent qu'ils impliquent pour leur exercice un savoir spécifique, c'est-à-dire une techné, c'est un des sens du mot techné, et là, il n'est pas question de tirer au sort, on élit parce que l'élection, comme le pensent les Athéniens, comme ils le disent, comme le dira aussi Aristote, l'élection est évidemment un principe aristocratique. Aristote, c'est le meilleur, n'est-ce pas? Bon. Quand on élit les meilleurs. Pas de député qui se présente aux gens en disant « Élisez-moi, je suis le pire. Hein, je suis le meilleur. » Mais ça vaut pour les domaines où il y a un savoir spécifique. Par exemple, si on veut construire des bateaux, on élit un magistrat responsable pour cette construction des bateaux ou pour la construction des murailles, et on élit 10 stratèges, c'est-à-dire 10 chefs de guerre parmi les gens qui sont supposés s'y connaître le mieux dans ces affaires-là. Ces postes-là sont électifs, mais ceux qui sont élus peuvent toujours être révoqués d'une certaine façon. C'est-à-dire un citoyen peut engager une procédure en disant Périclès a violé la loi en faisant telle et telle chose. Et le tribunal décide. Or, ça, c'est la conception de la démocratie qui a été créée là, qui va de pair avec ce qu'il faut bien appeler la création de la politique au sens profond du terme. La politique, c'est pas, dans la conception grecque, uniquement, pas du tout même, les intrigues sur un pouvoir qui existe. Ça existait toujours. Chez les Chinois, chez les Indiens, chez n'importe qui, chez les Aztèques, il y a un roi où il y a des prêtres, et puis ils intriguent, et puis il y a une question de comment gérer le pouvoir. Et la politique chez les Grecs, c'est comment faut-il instituer la société. C'est-à-dire, quelle est la bonne société, quelle est la juste société, et par quelles institutions cette bonne et juste société peut s'incarner. Et la réponse démocratique, c'est que ce n'est que le peuple qui doit vivre sous ces lois qui peut décider de quelles sont les meilleures lois. Donc ça, c'est la liaison avec la politique qui conduit tout de suite à une liaison avec la philosophie, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui aussi conduit par opposition au moderne. Alors là, c'est un problème énorme,
à l'opposition entre la démocratie directe et ce que les modernes ont inventé comme démocratie représentative. Chez les Grecs, il n'y a pas l'idée de la représentation. Encore une fois, personne ne dit que tout le monde peut à tout moment décider de toute chose. Ou bien il y a les spécialistes, ou bien il y a les magistrats. Mais il y a des magistrats, n'est-ce pas? Ces magistrats ne sont pas des représentants au sens que le peuple a dit, bon, on leur délègue tout pouvoir pendant une certaine période, comme nous faisons, n'est-ce pas? C'est simplement des émanations de la cité qui l'incarnent à certains égards et pour certaines fonctions. Chez les modernes, l'idée de la démocratie représentative va de pair avec ce qu'il faut bien appeler une aliénation du pouvoir, une expropriation, une auto-expropriation du pouvoir, c'est-à-dire la population dit, ben, pendant 5 ans, je n'ai rien à faire sur le plan politique, j'ai choisi 548 personnes qui vont s'occuper de mes affaires, dans le cadre de la Constitution, etc., avec certaines garanties et tout le reste. Le résultat, c'est que pendant ces 5 ans, les citoyens ne sont pas actifs, ils sont passifs. Et même le jour des élections, mais enfin ça c'est une autre discussion, de quoi peuvent-ils décider? On leur présente 2 personnages ou 2 partis, et toutes les options qui vont apparaître pendant ces élections-là sont déjà prédéterminées, bien entendu, par la situation créée pendant les 5 années précédentes. Bon. Alors, bon, il y a là une énorme différence, et une autre différence aussi, qui est dans le terme, enfin pas dans le terme de démocratie, mais dans la conception des Athéniens, des cités démocratiques en Grèce, c'est qu'il n'y a pas d'État, à vrai dire. Et là, il faut peut-être faire, si on a le temps, une petite parenthèse. Bon, les modernes ne comprennent pas ça. On a retrouvé, Aristote était un grand philosophe, mais qui a vécu après, pratiquement, la grande période démocratique. Mais c'était un philosophe très, comment dire, terriblement travailleur, terriblement précis. Il avait créé une école et il a réuni à peu près 160 politeies, c'est-à-dire constitutions de cités grecques et même de certaines cités étrangères. Elles ont été toutes perdues, mais vers 1880, on a trouvé sur un papyrus la constitution des Athéniens, Athénaïon Politeia. Bon. Or, tous les philologues ont traduit le titre de ce livre, et dans la collection Budé, ça apparaît encore, la constitution d'Athènes. Pour les Grecs, pour Aristote, pour Thucydide quand il écrit la guerre du Péloponnèse, quand il parle de l'entité politique que nous appellerions Athènes, il ne parle jamais d'Athènes. Athènes est une expression géographique. À tel moment, Alcibiade est partie d'Athènes. Mais les Athéniens, cet hiver-là, ont décidé, les Lacédémoniens ont décidé. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même qui est ce que nous appelons État. C'est-à-dire qui est le pouvoir politique. Alors que dans l'imaginaire politique moderne, nous ne sommes jamais sortis finalement de la conception qui a été créée par la monarchie absolue. C'est-à-dire qui a là le pouvoir, quelque part, un monstre, le Léviathan, comme a dit Hobbes. Ce monstre, de temps en temps, sort, je sais pas, de sa grotte et demande 10 000 jeunes gens, 40 000 jeunes filles pour les manger, 100 000 personnes pour les tuer, etc., demande l'argent et tout le reste. Nous ne pouvons rien à l'égard de ce monstre. Ce que nous pouvons faire, c'est placer autour de sa grotte des barricades en papier, qui s'appellent les constitutions, qui limitent les prérogatives de l'État. Et on peut le voir avec quelque chose, sur un point qui est très amusant, c'est le problème de la délation.